Comme vous êtes très nombreux au Studio 104 ce soir dans la salle, mais que vous êtes très nombreux aussi à nous écouter, si vous ne nous regardez pas sur la chaîne YouTube de France Inter, vous ne pouvez pas voir que Patrick Beau, qui est donc le fil rouge de cette soirée, a quitté la scène et qu'il est venu aider une jeune femme magnifique à descendre les escaliers. Cette jeune femme, elle a la quarantaine splendide, elle a les cheveux longs, bruns, installe-toi au micro, elle a de magnifiques yeux verts, elle a une belle chemise rouge, elle a un beau corsage noir et elle n'a pas de main. Voilà. Je vous en dis pas plus, c'est elle qui va vous raconter son histoire. C'est quand même, comment dire, la preuve que la vie, ça s'invente et ça se réinvente. Patrick Beau. Merci d'applaudir Lucie Retaille. Bonsoir. Je suis venue ici pour vous raconter un peu comment a démarré ma deuxième vie ou comment la première a terminé, un peu les deux. L'année dernière, en février 2023, je pars avec mon conjoint de l'époque au Gabon pour découvrir son pays, sa culture. Et on passe un mois là-bas. Une semaine après le retour en France, j'ai un état grippal, je me sens pas bien, j'ai des frissons, un peu mal à la tête, rien de grave. Et puis de toute façon, moi il m'arrive jamais rien de grave, je suis jamais malade, je suis hyper forte. Les catastrophes, c'est pour les autres. Donc je me couche avec un Doliprane, une tisane et j'attends. Et puis ça s'enchaîne, un malaise, deux malaises. La tension descend à 6, la fièvre monte à 42, on m'emmène aux urgences. Et là, rapidement, on m'explique que j'ai un palud sévère. Le paludisme, pour ceux qui ne savent pas, c'est une piqûre de moustique. Et ce moustique, s'il a un parasite sur le dard, il vous contamine. Il y a des paludismes bénins et il y a des paludismes qui tuent. Mais je ne le sais pas encore à ce moment-là, je suis encore en mode warrior avec mon orgueil. Et je me dis que ça va aller. On monte en réanimation, on commence à me brancher un peu, et là je me dis, comment ça? Et on m'explique que mes organes vitaux sont touchés, et que si ça monte jusqu'au cerveau, c'est terminé. On me dit c'est la mort. Si ça monte jusqu'au cerveau, c'est la mort. C'est les mots qu'on m'a donnés. On me met dans le coma au bout de 2 jours. Je vais y passer 3 semaines. Au réveil du coma, je reviens avec 2 informations et une certitude. La première information, c'est que la mort n'existe pas vraiment. La deuxième, c'est qu'on n'est pas seul. Et la certitude, même si je ne comprenais pas vraiment, j'avais la certitude que ce qui m'était arrivé arrivait pour quelque chose. Mais je ne savais pas quoi, il fallait juste pas que je cherche. Mais c'était là pour une raison. Quand je commence à retrouver un peu mes esprits, parce qu'on arrête un peu les médicaments pour que je me réveille vraiment, je vois mes mains, mes pieds qui sont tout noirs. Un peu, ça noircit en fait, ça gonfle, ça noircit, et au fil des jours, c'est dur comme du bois. Quand je tape mes mains, ça fait un bruit de 2 bouts de bois qui se tapent. C'est tout noir, comme au Louvre, les momies que vous voyez là. Je demande au médecin, je dis, mais il va se passer quoi pour mes pieds et mes mains? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on m'explique que le sang de mes pieds et mes mains s'est retiré pour se concentrer autour de mes organes vitaux, pour que je puisse survivre. Et que malheureusement, parfois ça revient pas, mais là on est sûr que ça ne reviendra pas. Donc il faut amputer les pieds et les mains. Et non seulement il faut que je digère la nouvelle, mais en plus il faut se dépêcher. Il n'y a pas de préparation à ça. Une semaine après, on me fait rencontrer un spécialiste pour caler le rendez-vous. Et on me demande de me donner mon accord. Et j'ai 3 heures pour le faire. Je comprends qu'en fait, je ne serai jamais prête. Je me dis, si on me donnait 2 ans, est-ce que je serais prête à me faire couper les pieds? Bah non. Si on vous dit ça à vous maintenant, est-ce que vous pouvez vous faire couper les pieds? Non. Même dans 2 ans, ça ne changera rien. Et je sais que je risque la septicémie si je ne le fais pas. J'ai déjà failli mourir une fois, j'ai 3 enfants. On rigole pas avec ça. On y va, c'est parti. On me coupe les pieds. Je me réveille en salle de réveil, je sais très bien où je suis et pourquoi. Mais j'ai pas envie de regarder, en fait. Parce que la plus grande terreur que j'avais, c'est mais comment on réagit, en fait? Quand on voit ces jambes coupées, comment on fait? Il se passe quoi, en fait? Est-ce qu'on tombe dans les pommes? Est-ce qu'on hurle? Est-ce que, comme dans le film avec Marion Cotillard, là, on panique, du coup, on s'éclate par terre et on rampe pour fuir ce qu'on est en train de voir. Genre, je ne savais pas du tout comment j'allais réagir, comment on fait. Personne n'a un pote qui quadri-amputé qui dit « Ouais, t'inquiète, ça pique un peu, mais ça passe, quoi. »
Et donc je décide de ne pas regarder, et ils ont mis le drap de lit au-dessus du pied de lit pour que je puisse décider de voir quand je veux. Sauf que les infirmières arrivent et elles me soulèvent par les bras pour me rehausser, pour me donner à boire. Et là je sens que j'ai plus de pied, je sens que mes jambes s'arrêtent à 15 cm au-dessous du genou pour les deux jambes. Du coup je me dis bon allez, c'est parti. Je soulève le drap, je regarde. Et il y a une sorte d'acceptation à ce moment-là, pas une acceptation qui dit ouais c'est cool, je suis prête, j'étais danseuse et pianiste, on me coupe les pieds et les mains, ça va aller. Non, pas du tout, mais une acceptation qui disait plutôt ok, c'est ça l'épreuve là, c'est ça que toi, la vie, Dieu, je sais pas qui là, c'est ça que tu veux. D'accord. Ok, je sais que je vais certainement hurler, pleurer, insulter toutes les divinités qui existent, mais ok, je vais faire de mon mieux pour traverser ce truc-là. Après, ça s'enchaîne, on me coupe les mains une semaine après, j'arrive en rééducation, on me met sur des prothèses, j'apprends à marcher. Alors, ça m'énerve un peu quand on dit « il faut réapprendre à marcher ». Non. Les amputés, si vous voyez sur des prothèses, je pense qu'on rirait bien, histoire de nous rappeler à quel point c'était dur, en fait. C'est l'école du cirque de réapprendre à marcher. On marche à genoux sur des échasses, c'est ça que ça fait. Donc, quand vous verrez les sportifs à la télé, rappelez-vous de ça et de l'exploit qu'ils sont en train de faire. Je passe 4 mois en rééducation. Je dois rentrer plus tôt parce qu'il y a un souci. Le père de mes enfants, dont je suis séparée, il n'est plus en capacité de garder les enfants. Il ne va pas bien. Donc je me retrouve à la maison avec mes 3 enfants, mon conjoint gabonais, son fils. Donc je me retrouve à la maison avec 4 enfants, 4 mois après mes amputations. Et malheureusement, le couple dans lequel j'étais était un système ultra-patriarcal auquel j'avais adhéré jusqu'ici. Mais là, je me retrouve à la maison avec 4 enfants et à devoir tout faire toute seule. Et là, il y a quand même quelque chose qui s'allume dans ma tête à un moment. Je suis longue à comprendre, mais je me dis non. Là, c'est pas possible. Je sais ce que j'ai traversé. Et là, il y a une sorte de... Évidemment, ça se complique avec mon conjoint parce que je suis moins docile. Je commence à me réveiller un petit peu à ce moment-là. Je commence à croire en moi, à voir tout ce que j'ai traversé, toutes les souffrances, tout le courage qu'il m'a fallu pour franchir toutes ces étapes. Et je vois la vie devant. Mon conjoint s'en va. En janvier, il part. 4 mois après mon retour à la maison. Ça me plonge dans 3 mois de dépression intense parce qu'en fait, une rupture c'est dur, mais une rupture après handicap, ça a quand même une saveur qui n'a pas son pareil. Mais je commence à regoûter à dire ce que je veux quand je veux, faire ce que je veux quand je veux, aller où je veux quand je veux. Je commence à me dire, c'est plutôt cool en fait, comme ça. Et puis, je commence à me rappeler que tout ça est arrivé pour quelque chose. Et là, il y a des gens qui commencent à me contacter. Un photographe qui veut faire une séance photo pour m'aider à accepter mon image, m'aider à accepter mon corps et pouvoir être aujourd'hui capable de me tenir devant vous en vous montrant mes bras. Il y a des gens qui me contactent pour chanter de nouveau, danser de nouveau. Donc les prothèses, je ne suis pas très à l'aise pour danser dessus, mais du coup je me suis dit je vais danser autrement. Je danse à genoux aujourd'hui. J'ai fait un spectacle à Genève la semaine dernière, je dansais à genoux. La raison pour laquelle je raconte cette histoire, c'est pas pour faire pleurer, parce qu'en vrai, moi je pleure pas. Mais la raison pour laquelle je raconte cette histoire, c'est que j'étais quelqu'un qui n'avait pas beaucoup confiance en la vie, j'avais une foi un petit peu fragile. J'avais beaucoup de peur, comme beaucoup de gens. J'avais peur de ne pas réussir à faire les choses, j'avais peur de faire les mauvais choix. J'essayais de contrôler ma vie un petit peu, en fait, éviter les problèmes. Voilà. J'essaie de trouver des stratégies dans ma tête pour avoir ce que je veux, la promotion que je cherche. J'essayais de dire des choses en société pour avoir l'air d'une bonne personne. Vous voyez ce machin ? Et je me suis rendu compte, en fait, quand ce plongeon intense dans lequel que la vie m'a imposé, finalement, ces espèces de ténèbres, c'est là, en fait, que j'ai... C'est comme si j'avais rencontré une partie de moi qui disait « Ça y est, t'as fini ? Te voilà ?
On va pouvoir avancer ensemble maintenant. T'as fini de gesticuler partout. Depuis ce jour-là, je sais qu'il y a deux parties vraiment, je peux les dissocier. Il y a celui qui parle là-haut, celui qui dit j'ai peur, j'ai pas le temps, je ferai ça plus tard, j'ai pas d'argent, j'attends d'être à la retraite. Oui, d'accord, j'ai ce projet, mais la réalité, c'est autre chose. Le monde, c'est pas ça. Bah si. Le monde, c'est ça. La vie, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai des projets de danse. Je vais peut-être être la première quadri-amputée à monter le mont Fuji l'année prochaine. Il y a un livre en cours d'écriture. J'ai une relation incroyable avec mes enfants qui ont compris qu'en fait, même la chose qu'on peut penser la pire n'est jamais la pire. Et que derrière chaque chose, il y a un cadeau caché. Et la raison aussi pour laquelle je raconte cette histoire, et je suis vraiment ravie d'être là ici ce soir pour le dire, c'est que avec cette expérience, la vie nous apprend ce que c'est qu'une limite, une vraie limite, une vraie. Pas de pied, pas de main, c'est une limite. Ça empêche de faire plein de choses où on doit faire les choses autrement. Aujourd'hui, je peux penser, respirer, parler, dormir comme avant. Tout le reste, je dois faire différemment. Mais je fais différemment, et puis alors ? Mais par contre, aujourd'hui, je sais que tout ce que je me racontais avant, j'ai pas le temps, je sais pas, j'ai peur. En fait, j'étais juste pétée de trouille. C'est tout. Et je me racontais des histoires, je me trouvais des excuses. Donc quand la vie vous impose une vraie limite, qui vous montre qu'en fait, toutes celles que vous vous étiez construites soigneusement pendant 40 ans pour éviter de vous réaliser, ces limites-là tombent, ces limites-là n'en sont plus. Donc quand une limite, une vraie limite, vous fait comprendre qu'en fait tout est possible, vous lui dites merci à cette limite-là. Je vous remercie pour votre écoute. Wow. Lucie. Bravo.